Bien, bonsoir à tous pour cette nouvelle première session de la présentation des modifications et des explications de nos règles de course à la voile 2021-2024. Suite aux problèmes connus la semaine dernière, nous refaisons la même session, donc j'espère que tout le monde pourra en profiter. Dans le cas où vous ne pourriez pas en profiter, avant la fin de la semaine, les 3 sessions qui ont été enregistrées seront disponibles sur le site de la fédération. Et dans le même temps, sont déjà sur le site toutes les diapositives utilisées par les intervenants pour présenter ces modifications. Donc, une nouvelle fois, je tiens tous à les remercier pour le travail qu'ils ont fait. Il s'agit de Christophe Gaumont, Romain Gauthier, Jean-Luc Gauthier, Tom Gringer, Yves Léglise, Thierry Poiret, sans oublier Corinne Olnette et Cécile Benoît. Merci encore pour le travail. Et je laisse tout de suite la parole à Yves Léglise pour la première partie de cette session. À toi, Yves. Merci. À tous, là, bienvenue. Et merci de couper vos micros et caméras de façon à gagner de la lisibilité et de la fiabilité du système. Les questions peuvent être posées par écrit, il y sera répondu, comme on vous le dit, dès que possible. Sinon, ce sera répondu sur le forum des RCV. Donc, vous avez l'adresse ci-dessus. Et on va passer, s'il vous plaît, je ne sais pas qui gère, à la diapo suivante. Donc, aujourd'hui, attention, les diapos qui vous sont présentés ne sont que des extraits. Et en cas de doute, il faut se reporter aux textes officiels, bien évidemment. Nous allons voir 3 définitions, plus quelques règles fondamentales, pas toutes, hein, bon, elles sont fondamentales, mais bon, il y en a qui existaient déjà. Ensuite, Romain prendra la main pour les chapitres 2 et 4. Et je ne sais pas, je réinterviens, je ne sais pas trop où, mais ce n'est pas trop grave, je trouverai. Voilà, diapo suivante, merci. Alors, il y a un petit délai sur les définitions. Nous allons voir 3 définitions qui nous ont paru un peu essentielles. La définition, c'est effectuer le parcours. Vous voyez, elle est toute rouge. C'est une nouvelle définition. Pourquoi nouvelle? Parce que, on va le voir ultérieurement, elle remplace la règle 28. On retrouve l'histoire du fil tendu. On retrouve l'histoire de toucher les marques. Par contre, ce qui est précisé, et je crois que, enfin, je suis sûr que Christophe Gaumont l'a fait dans son exposé concernant le comité de course, la différence entre contourner et passer. Voilà, on peut passer à la diapo suivante si possible. Donc, effectuer le parcours, hein, ça c'est 3 actions. Prendre le départ, effectuer le parcours et finir. Le bateau bleu prend le départ, contourne la marque 1, son fil touche la marque. Il contourne la marque 2 en laissant la marque, il contourne pardon, la marque 3 en laissant la marque 2 à tribord. Il contourne la marque 3, son fil touche la marque et puis après il va où il veut, éventuellement vers l'arrivée. Le bateau 2, le bateau jaune, lui, laisse la marque 1 à tribord, contourne la marque 2 et revient en laissant la marque 3 à tribord également, si je ne me trompe pas. Et après, il va où il veut. Donc, cette nouvelle définition est directement reprise de l'ancienne règle 28. Voilà, vous l'avez là. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Sur la place à la marque, Romain, on va passer à la suivante. Donc, c'est ça qui est un peu important. Alors, la place à la marque, c'est là qu'on retrouve passer ou contourner.
coût passé a été rajouté, puisque on peut effectivement aller du départ à la marque 1 en laissant la marque 3 ou la marque 2 ou la 5 ou la 12 d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc c'est une clarification, c'est rien de bien nouveau en fait, hein, honnêtement. On passe à la suivante, Romain, merci, partie. Alors, ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas forcément. Une partie dans une instruction, on n'a plus une demande de réparation, mais on a l'instruction d'une réparation. Donc, en fait, il n'est plus nécessaire de demander réparation pour un bateau, on demande une instruction de réparation. On le retrouvera également dans le fait qu'il est question d'une instruction de réclamation et non pas on ne dépose pas une réclamation. Le formulaire a disparu et il va être remplacé par autre chose. De toute façon, il était déjà remplacé par n'importe quoi. On pouvait écrire une réclamation sur un papier libre. Ça n'avait aucune espèce d'importance. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ensuite, bon, les règles fondamentales, oui. Là, c'est apporter l'aide. Alors, je veux dire, ça tombe sous le sens. C'est du RIPAM, c'est du législation, c'est de la loi. N'importe qui sur l'eau doit donner toute l'aide possible à toute personne en navire en danger. Et ça inclut bien évidemment les accompagnateurs. La question a été posée, est-ce que les accompagnateurs peuvent être inclus dans le dispositif de secours? Oui, c'est prévu. Il y a un pavillon pour ça qui est levé, si mes souvenirs sont bons, et le comité de course n'a qu'à l'utiliser, voir le diapo, enfin, ce qu'a fait Christophe à ce sujet. Alors, ici, on remplace le mot course par une épreuve. Pourquoi? Parce que les règles ne s'appliquent pas uniquement à une course, elles s'appliquent à l'ensemble d'une épreuve. Une épreuve, c'est avant la course, pendant la course et après la course. Et les règles, en règle générale, les règles s'appliquent tout au long de l'épreuve, du moment de l'inscription jusqu'à la fin de la remise des prix. Donc, ce n'est plus une course, c'est une épreuve. Voilà. Voilà. Merci, Romain. Qu'est-ce que c'est la perle? Ah, alors ça, c'était noyé au début, si mes souvenirs sont bons, du chapitre 7. Ça devait être la règle 84 peut-être, 84, qui est passée dans les règles fondamentales. Alors attention, ça c'est pas. Alors la règle existait, hein, c'est clair, telle qu'elle est écrite là, quasiment. Par contre, elle est passée dans les règles fondamentales, ce qui a tendance quand même à lui donner largement plus d'importance. C'est pas anodin parce que au niveau de la règle 62.1 petit a, les concurrents vont pouvoir largement se fonder sur cette règle pour demander réparation et éventuellement l'obtenir. Je pense que les jurys devront être particulièrement attentifs lors des instructions des demandes des réparations. Et je pense qu'on a tous vu des autorités organisatrices, de courses techniques ou jury, faire des petits écarts par rapport à ce qui était dans le clou. Et ben là, il va falloir être plus attentif. Et c'est peut-être pas plus mal, je ne sais pas.
Alors ça, c'est du cosmétique, hein, c'est tout à fait à la fin, là, dans le dernier paragraphe de la 6.1. Le code de catégorisation des concurrents n'est plus le code prévu auparavant, puisque il était déjà utilisé, cette dénomination était déjà utilisée par le comité handicapé World Sailing, enfin non, le comité olympique disabled. Le terme ne revient jamais en français, je suis désolé, je suis nul. Voilà. C'est tout. Donc, c'est catégorisation qui est remplacée par admissibilité, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et je passe la parole à Romain, qui va s'en sortir beaucoup mieux que moi. Merci Yves. Donc moi je vais vous parler des légères modifications qu'il y a sur le chapitre 2. Donc quand les bateaux se rencontrent, on va voir il n'y a pas grand-chose. Alors déjà on va regarder le préambule. Dans le préambule, bon, il y a une règle, vous allez voir à la fin de ce chapitre 2, les numérotations ont changé. Donc la règle 23.1, c'est un nouveau numéro, mais ça n'a pas changé. Ce qui est important, c'est le dernier paragraphe de ce préambule. On vous dit que quand un bateau qui navigue selon ces règles rencontre un navire qui n'y est pas soumis, il doit respecter le règlement international pour prévenir les abordages en mer, ce qu'on appelle le RIPAM, ou les règles gouvernementales de priorité. Et avant, il était écrit, si les instructions de course le prescrit, les règles de chapitre 2 sont remplacées par les règles de priorité du RIPAM. Attention, maintenant, cela ne doit plus être mis dans les instructions de course, mais ça doit être mis dans l'avis de course. Pourquoi ça doit être mis dans l'avis de course? Parce qu'on doit signaler aux concurrents qui veulent s'inscrire à une compétition où on risque de courir de nuit ou de finir de nuit. Eh ben, on doit dire que possiblement les règles du RIPAM vont remplacer le chapitre 2 quand ça sera de nuit, et donc il faut qu'ils y connaissent les règles du RIPAM, donc il faut qu'ils acceptent de dire oui, je vais faire cette course, cette épreuve en utilisant ces règles de RIPAM, et il faut aussi que leur bateau soit équipé de feu. Donc comme l'avis de course, c'est le contrat moral, le contrat entre l'organisateur et les compétiteurs, maintenant, ne pas oublier de mettre dans l'avis de course, quand on veut appliquer le RIPAM, que ça soit de nuit, bon, ce qui est assez logique, mais ou dans certaines courses au large, quand on dit que 50 000 après le départ, ça sera du RIPAM tout le temps, même de jour, jusqu'à 30 000 avant l'arrivée, par exemple. Donc voilà pour le préambule. Alors, la règle éviter le contact, rassurez-vous, elle est modifiée, mais elle n'est pas supprimée. Il y a juste une petite partie qui est réécrite. Donc, je vous ai mis la version en bas, la version 2017-2020. Donc, on doit toujours éviter le contact, il n'y a pas de souci. Sauf que dans cette règle, il y avait le petit B. L'année dernière, il y a 4 ans, l'Olympiade précédente, on pouvait exonérer le bateau prioritaire ou ayant droit de la place à la marque s'il n'avait pas évité le contact, mais si ça n'avait pas causé de blessures ou de dommages. Cette règle est supprimée de la règle 14. Attention, on va voir un peu plus loin que ça ne veut pas dire que le bateau prioritaire, maintenant, il peut rentrer dans un bateau non prioritaire, même s'il fait des dommages, il y a toujours, cette notion d'exonération existe toujours, mais elle n'est plus mise dans cette règle 14 parce qu'on a considéré que toutes les règles du chapitre 2 étaient des règles de navigation de prioritaire. Et une exonération, ce n'est pas une règle de priorité. Donc, on a enlevé cette partie exonération, mais vous allez voir qu'on va la retrouver un peu plus loin. Alors, une autre modification, c'est la règle, la 16.2. Alors, elle est modifiée, elle est réécrite, mais en fait, moi, je trouve qu'elle est mieux écrite qu'avant, elle est même plus simple à comprendre. Et le point très important, c'est que maintenant, elle ne s'applique que sur un bord de près. La 16.2, souvenez-vous, c'est quand le tribord chasse le bateau bâbord qui essaie de passer derrière, le tribord dit abat et le bateau bâbord il abat encore plus. Bref, c'est un jeu de chasse pour essayer de lui faire perdre plus de temps. Cette règle 16.2, c'est la même chose. Hein. Donc, vous voyez, elle a été réécrite. On dit plus passer derrière, mais passer sous le vent. On dit plus modifier sa route, mais abattre. On dit plus immédiatement contraint d'eux, mais doit immédiatement modifier. Mais ce qui est très important, c'est la première partie en rouge, hein, c'est qu'elle ne s'applique que sur un bord de près. Donc, en résumé, le petit schéma suivant, vous allez voir, sur un bord de près, le bateau tribord qui essaie de chasser en disant j'abats pour le faire abattre encore plus, parce que il passe derrière moi, mais je veux qu'il perde plus de temps. Attention, 16.2 ne permet pas au bateau tribord, ici en bleu, de chasser si le bateau vert, ici bâbord, est obligé de modifier sa route
pour continuer à modifier sa route immédiatement pour l'éviter. Donc, il n'y a pas de nouveau changement de la 16.2. Attention, un 16.2 en flotte, hein, parce que vous savez qu'il y a des fois la 16.2 est supprimée ou des fois elle est gardée. Bref, je parle d'épreuves en flotte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle ne s'applique que sur un bord de près. Alors, on va passer à la 18. Alors, vous rassurez-vous, la 18, place à la marque, la fameuse 18 que tout le monde est toujours inquiet, ou des fois dire, oh là, j'ai pas tout compris, elle ne change pas du tout. Il y a juste un changement où il y a un morceau de règle de 18 qui était dans la 18.2 qui est passé dans la 18.1. Alors, je vous rappelle juste rapidement comment elle s'organise, la 18. La 18.1 dit quand elle s'applique et la 18.2, elle vous donne des façons de s'appliquer. Souvenez-vous, on est libre devant, on est engagé, etc., etc. Et la grande question qu'on avait et on l'a toujours un peu encore cette question, mais c'est un peu plus clair, c'est quand la règle 18 s'applique, ok, mais quand est-ce qu'elle s'applique plus? Donc, vous voyez, la règle 18 s'applique entre les bateaux entre les bateaux quand ils sont dans la zone d'une marque à laisser du même côté, et il y a les petits A, B, C, D qui expliquent que des cas particuliers où elle ne s'applique pas. Et vous voyez qu'on a rajouté, c'est ce qui est en rouge en bas, la règle 18 ne s'applique plus entre des bateaux quand la place à la marque a été donnée. Alors, cette règle existait déjà avant, mais elle était dans un item de la 18.2. Alors, je vais juste vous montrer un exemple rapide, mais pour vous dire que ça ne change pas le sens, mais juste pour vous dire avant et après, les petites modifications qui ont entraîné. Alors là, on est dans une situation d'une marque sous le vent, avec le bateau jaune qui va entrer dans la zone, route libre devant, il est prioritaire, et le bateau bleu, ils sont sur le même bord, en route libre derrière. Donc, bien sûr, dès que jaune va percer la zone, la règle 18 va s'appliquer. Donc, je vous ai mis à gauche les anciennes règles. Vous allez voir que je vais vous mettre à droite les nouvelles. Vous allez voir que ça ne change rien. Et comme on est dans le cas particulier que le bateau est en route libre devant, ou le bateau en route libre devant a droit à la place, à la marque, pour aller à la marque. Donc, il a droit à la place. Donc, jaune a droit à la place. Vous voyez les nouvelles règles, rien ne change. Jaune a toujours droit à la place. Après, on voit la position suivante. Donc, là, jaune arrive vers la marque, donc il a droit à la place pour contourner la marque telle que nécessaire. Ça, c'est les anciennes règles. Dans les nouvelles règles, souvenez-vous que la définition de place à la marque a changé. Donc maintenant, vous voyez, c'est écrit, hein, j'ai mis en rouge les modifications. Il a toujours droit à la place pour contourner ou passer la marque telle que nécessaire pour effectuer le parcours sans toucher la marque. Alors, le message est, en plus, on a rajouté la notion de sans toucher la marque. Moi, je dirais juste que je le comprends comme il a encore droit à un peu plus de place qu'avant. Mais bon, c'est mon opinion. Bref, il a toujours droit à la place à la marque, le jaune. Même si bleu devient engagé, ce qui est le cas là dans ma situation, il a toujours droit à la place à la marque. Et c'est là le point critique, c'est en position 4, la question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce qu'il a toujours besoin de place à la marque? Alors, avec les anciennes règles, en position 4, on pouvait se dire que la marque n'avait plus d'influence sur sa trajectoire, vu que la marque suivante, vous voyez, la route, c'est un bord de travers. Donc, il avait obtenu la place à la marque. Et donc, la 18, à l'époque, cette notion de cesse de s'appliquer était seulement pour les bateaux qui étaient contraints par la règle 18.2b ou 18.2c, engagés ou libres, ou devenant engagés ou libres à l'intérieur de la zone. Et on pouvait se poser la question à ce moment-là, si par hasard, bleu n'avait pas droit à la place à la marque selon la 18.2a. Là, cette chose qu'on pouvait s'imaginer, on peut oublier maintenant. Il n'y a plus d'ambiguïté. On a résolu une petite ambiguïté. Alors, je vous rassure, hein, cette ambiguïté, moi, je ne l'avais pas vue. De nombreuses personnes ne l'avaient pas vue. Et je pense qu'il y a beaucoup de cohortes qui ne l'avaient pas vue. Maintenant qu'on applique la notion classique, il a eu sa place à la marque. La règle 18 ne s'applique plus entre les bateaux quand la place à la marque a été donnée. Donc, jaune a eu sa place à la marque. Il n'y a plus de 18. On ne peut pas rallumer une 18 à un moment, même pour un très court instant. C'est clair. La 18 est éteinte et maintenant, on va à la marque suivante. Donc voilà, le petit message sur cette règle 18, elle ne change pas. Il y a juste une modification de phrase qui a été changée de place pour lever une ambiguïté que personne n'avait vue en plus. Donc voilà. Donc le message, il n'y a pas de problème. Jaune a droit à la place à la marque jusqu'à qu'elle ait été donnée. Alors la question, on peut se demander, c'est quand un 18 cesse de s'appliquer. Il n'y a pas de règle qui dit quand elle cesse de s'appliquer. On parle de quand il l'a obtenu
et quand la place à la marque dit qu'il peut passer la marque ou contourner sans la toucher. Donc voilà. Mais alors c'est vrai qu'il y a des règles match-race par exemple qui définissent mieux cette notion, mais là en flotte, on aura toujours cette peut-être ambiguïté enfin. Mais l'histoire ne change pas. Voilà pour la 18. Alors, il y a la 18.3 qui s'appelait virer de bord dans la zone. Elle n'a pas changé, cette 18.3, mais maintenant, on a changé le titre. On parle de dépasser la position bout au vent dans la zone. Pourquoi? Parce qu'il y avait toujours cette légère ambiguïté aussi, qui était le bateau commence à virer de bord. Regardez la position de droite, par exemple. Le bateau commence à virer de bord et il finit son virement dans la zone. Donc là, on pourrait dire, bah voilà, j'ai viré de bord dans la zone, donc la 18.3 s'applique. Alors que maintenant, vous voyez qu'on parle de dépasser la position bout au vent. Donc, dans le dessin de droite, vous voyez qu'il dépasse la position bout au vent, il n'est pas dans la zone. Donc, la 18.3 ne s'applique pas. Par contre, dans le dessin de gauche, vous voyez qu'il dépasse la position bout au vent, alors pas tout à fait en position 3, peut-être un petit peu plus loin en 3,5. Il dépasse la position bout au vent, bien sûr, il vire de bord, mais là, voilà, ça vous redonne bien que c'est surtout la notion de quand on est en bâbord à mur et qu'on dépasse la position bout au vent pour venir tribord à mur dans la zone, là, on a une limitation. Souvenez-vous, la limitation, c'est le bateau qui arrivait en tribord et qui faisait la marque. Il ne doit pas naviguer au-delà du plus près. Bon, bah, là, ça ne change pas cette règle. Donc, c'est juste le titre et une petite ambiguïté qui est levée sur la notion de c'est dépasser la position bout au vent qui allume cette règle. Voilà pour la notion de 18. Alors, quelques petits détails au niveau des chapitre 2. La règle 20 qui est la place pour virer de bord, souvenez-vous, quand on L de la place pour virer de bord, là, on a rajouté un paragraphe qui s'appelle la 20.4 qui parle d'exigences complémentaires pour les appels à la voile. Je pense que vous avez tous connu dans du vent fort, le bateau qui dit place pour virer, et l'autre qui ne l'entend pas, et en réclamation, il dit mais moi, il l'a jamais dit, et moi, j'ai rien entendu, donc j'ai pas pu le donner, etc., etc. Donc là, on peut maintenant, vous voyez, c'est écrit, hein, lorsque les conditions sont telles qu'un appel peut ne pas être entendu, le bateau doit également faire un signal indiquant clairement son besoin de place pour virer de bord ou sa réponse. Donc là, on peut faire des gestes, on peut voilà, siffler, hurler, bref, on doit donner quelque chose. En plus, on doit dire juste quelque chose de plus que dire juste place pour virer de bord. Et l'avis de course peut spécifier un autre moyen de communication pour qu'un bateau indique son besoin de place pour virer de bord. Ça peut être la VHF, par exemple, dans les courses en habitable, on peut dire sur le canal de course, le bateau qui demande une place pour virer de bord pourra l'indiquer, pourra le dire à la VHF, par exemple. Voilà, mais il faut que ça soit mis dans l'avis de course. Donc voilà, c'est un moyen de sécurité supplémentaire qui a été ajouté. Bien sûr, hein, il y a aussi cette fameuse, et vous avez ceux qui ont fait du match race ou du team race ou des fois des courses à flotte limitée, il y a aussi les gestes de bras, mais on peut les rajouter dans l'avis de course, ces gestes de bras, on peut rajouter n'importe quoi dans l'avis de course, par exemple, pour cette notion de place pour virer de bord. Alors, un dernier petit point, c'est deux derniers petits points, c'est que la 21 a changé de nom, hein, c'était la 23 avant, je crois la 22 avant, c'est devenu 21. Juste, souvenez-vous que quand un bateau revient pour prendre son départ, il faut que maintenant, ça c'est la définition de prendre le départ, de finir, etc. C'est plus le bateau, c'est que sa coque soit entièrement du côté pré-départ. Ça, c'est pour être cohérent avec la définition de prendre le départ et finir, où on parle plus que de coque. Et ça, Christophe Gaumont vous a bien expliqué. Bah, vous verrez, si vous l'avez pas vu, vous n'étiez pas, vous pourrez revoir la session 2, où on parle bien de cette notion de coque pour finir, prendre le départ. Alors, juste pour vous rappeler que la définition de coque, hein, je pose la question, il n'y a pas de définition de coque dans les RCV, dans les règles de course à la voile, mais il y a une définition dans les règles d'équipement des voiliers, ce qu'on appelle les REV. Voilà, et Christophe vous a bien expliqué ce genre de choses dans la session 2. Dernier point sur le chapitre 2, c'est l'exonération. Souvenez-vous qu'il y avait aussi une règle 21 qui disait que quand un bateau avait droit de la place à la marque ou naviguait dans la place à la marque à laquelle il avait le droit, s'il enfreignait une règle de tribord, bâbord, tribord ou de haut vent, sous le vent, il était exonéré. Même chose que pour la 14, cette règle-là n'a rien à faire dans une règle de priorité, de manœuvre. Eh ben, on l'a basculé, vous allez voir, on va la basculer un peu plus loin, parce que cette règle d'exonération n'est pas une règle de priorité. Donc ça existe toujours, mais ça a été réécrit un peu plus loin. Donc voilà pour la fin du chapitre 2, et je vais repasser la parole à Yves Léglise pour quelques petits points dans le chapitre 3 et 4. Tu peux y aller, Yves. Oui, merci Romain. Écoute,
Ouais, alors sur le chapitre 3, je crois qu'on attaque avec voilà, l'avis de course. Donc, l'avis de course doit impérativement être mis à disposition de chaque bateau avant son inscription. C'est souvent que les clubs ou les autorités organisatrices diffusent des avis de course très tardifs. Je crois que la réglementation technique de la fédération impose 1 mois pour les épreuves de 5 ABC et puis 2 mois pour ce qui est un peu plus important, 4 et 3 et 2 et 1 et W. Donc ça devient une obligation. Les instructions de course, par contre, il suffit de les mettre à disposition de chaque bateau. La réglementation technique fédérale aussi prévoit qu'un affichage peut suffire sur certains grades d'épreuve. Voilà, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Oui, pardon, avec le Covid, évidemment, tout change. L'informatique et les publications numériques peuvent être acceptées. Effectuer la course et non plus le parcours. On a vu pourquoi on parlait de course et non plus de parcours. Donc, trois impératifs ici. J'en ai parlé un peu plus tôt. Prendre le départ, effectuer le parcours et finir. Tant qu'un bateau n'a pas coupé la ligne d'arrivée, il est en train d'effectuer son parcours. Et tant qu'il est en train d'effectuer le parcours, il peut corriger une infraction. C'est ce qui a été rajouté à la règle 28, qui a été en majeure partie supprimée parce que renvoyée dans la définition de effectuer le parcours. Merci Romain. Je dois intervenir là-dessus. Non, c'est toi là. Non, mais je veux bien. Non, c'est toi là. C'est moi? Je ne sais pas. Oui, c'est moi. Bon, ben, le comité de course, oui, c'est vrai. C'est une catastrophe. Le comité de course peut attribuer des points à un bateau qui n'a pas effectué le parcours. C'est-à-dire que le comité de course, effectivement, c'est écrit en bas, n'est plus obligé de réclamer contre un bateau qui n'a pas effectué le parcours. Il peut le noter directement. NSEC did not say the course. Après, bon, oui, ça n'a pas changé. Les autres obligations en course, c'est à toi, Romain. Tu as raison de passer rapidement. Ok, merci Yves. Donc les autres obligations en course, rapides, hein, vous allez voir, Christophe vous a parlé de beaucoup de choses dans ce chapitre-là. Je vais vous parler de la règle de propulsion, donc la règle 42, où l'exception, c'est-à-dire de pouvoir initier un surfing, a été un peu modifiée. Vous voyez, sauf lors d'un voyage au vent a été supprimé, c'est-à-dire que même si un bateau peut surfer, peut descendre l'avant d'une vague sur un bord de près, il pourra le faire en respectant la règle, c'est-à-dire border chaque voile une seule fois ou par vague ou par risée pour initier le surfing ou le planning. Et le petit 2, j'en ai parlé dans le un peu vite là, j'en ai parlé dans la session 3. Il y a la mise en place maintenant du vol, et donc là on peut border autant de fois que l'on veut pour initier un vol pour les bateaux volants. Autre paragraphe qui est très important, donc le suivant, c'est la fameuse exonération. Donc souvenez-vous, la 44, c'est faire une pénalité, mais ils ont mis en numéro 43 la fameuse exonération. C'est tout nouveau, mais en fait, ça rien de nouveau. Vous allez reconnaître, le petit a, c'est quand pendant le jury, pendant une réclamation, une instruction, une réclamation, le jury disait oui, ok, t'étais bâbord, il était tribord, mais tu avais droit à la place à la marque, donc on va t'exonérer pour ton infraction bâbord-tribord. Ça, c'est la petite A, qui était avant la 64. Le petit B, vous allez reconnaître, c'était l'ancienne 21, qui disait que quand un bateau navigue dans la place ou la place à la marque à qui il a droit, par conséquence d'un incident avec un autre bateau qui était tenu de lui donner la place à la marque, et il enfreint une règle du chapitre A, du section A, c'est-à-dire 10, 11 ou 15, 16, il sera exonéré. Et le petit C, vous allez retrouver la 14, c'est-à-dire le bateau prioritaire qui navigue dans la place ou la place à la marque à laquelle il a droit, est exonéré pour une infraction à la règle 14 si le contact n'occasionne pas de dommages ou blessures.
toujours la même chose. Vous voyez, on a regroupé dans une seule même règle ces notions d'exonération. Et dans la 43.2, on stipule bien qu'un bateau exonéré une infraction à une règle n'a pas besoin d'effectuer une pénalité, il ne doit pas être pénalisé pour avoir enfreint cette règle. C'est-à-dire que si on est sûr de son coup sur l'eau, on est sûr de son bon droit, on proteste, on va en réclamation, mais on n'a pas besoin de faire sa pénalité, et en espérant qu'on gagne la réclamation et que le jury dit bien qu'on a enfreint une règle à cause contraint par un autre bateau qui a enfreint une règle, eh ben on sera exonéré, on n'a pas besoin de la faire directement sur l'eau. Par contre, voilà, il faut toujours réfléchir un petit peu à ce moment-là pour le faire. Ok, donc ça c'est pour exonération, et donc je vais continuer sur la partie plus jury, réclamation, instruction. On ne va pas reprendre grand-chose, hein. Vous allez voir qu'il y a des petites modifications qui ont été faites. Donc dans le préambule, il n'y a plus de formulaire de réclamation à disponible. Donc il n'y a plus dans le bouquin, vous ne trouvez plus le formulaire. Et World Sailing est censé, normalement, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié s'il l'avait mis, est censé publier un formulaire type. Bien sûr, tout le monde peut faire son formulaire du moment qu'il répond, qu'il est, je pense, facile à lire par les coureurs, les compétiteurs, et facile à lire par le jury. Donc, bien sûr, la Fédération française de voile mettra à disposition un formulaire, la traduction du formulaire World Sailing quand il sera à disposition. Et vous voyez, en plus, on vous donne un mail pour si vous avez des suggestions d'amélioration de ces formulaires. Des fois, ils n'étaient pas très lisibles. Des fois, il y avait des oublis dans le formulaire. Voilà. Bon, ça, c'est le préambule de cette section. Alors, souvenez-vous que la 60, c'est un bateau peut réclamer, la 61, un comité peut réclamer, la 62, un jury peut réclamer, la 61, etc., etc. Donc, juste pour la 60.4, le comité technique, il y a une réécriture de qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il peut faire. Et donc, il a été réécrit qu'il doit réclamer contre un bateau s'il décide qu'un bateau ou un équipement individuel n'est pas conforme aux règles de classe ou à la règle 50. Vous voyez, on a mis en jaune ce qui était avant, on parlait du chapitre 4, à l'exception de machin bidule, truc. On a simplifié, je pense, c'est plus simple, pour dire ce que devait faire le comité technique. Et le comité technique peut aussi rapporter au jury pour demander une action selon un problème d'accompagnateur, par exemple. Ok, ça c'était une petite modification. Alors, les exigences pour réclamer, ça va faire plaisir aux organisateurs, parce que, aux arbitres aussi. Dans les instructions de course, souvent, quand le comité de course voulait réclamer contre un bateau, souvenez-vous qu'il doit informer le réclamé, et il y avait un formulaire qui existait à la fédération, qui existe toujours, qui disait je vais publier, je vais mettre sur le tableau officiel mon intention de réclamer. Sauf qu'il fallait mettre dans les instructions de course, il fallait ajouter dans l'instruction de course que le fait de mettre sur le tableau officiel cette intention de réclamer respectait bien cette règle. Vous voyez, c'est la dernière phrase qui est en rouge. Un avis affiché sur le tableau officiel d'information dans le temps limite approprié satisfait tes exigences. Donc, il n'y a plus besoin de le mettre dans les IC, ce petit ajout qu'on mettait à chaque fois. On mettait toujours les avis qui seront du comité technique ou du comité de course ou du jury ayant intention seront affichés. Vous voyez, maintenant, c'est directement dans la règle. Donc, ça simplifie les instructions de course. Deuxième point, juste après, qui va simplifier les instructions de course, c'était une petite bêtise, je trouve. Il y a 4 ans, ils avaient modifié la règle 66, la règle de réouverture, où ils avaient, à juste titre, dans une très bonne raison, dit que le dernier jour, on a 24 heures pour demander une réouverture. Et que bien sûr, le dernier jour de la course, donc le dernier jour de l'épreuve, ce 24 heures était remplacé par un temps limite de 30 minutes. Et ils avaient oublié que quand on fait une demande de réparation, on a aussi un temps qui n'est pas 24 heures, mais qui est aussitôt que possible, raisonnablement possible. Bref, on n'avait pas de temps limite pour demander une réparation. Et donc là aussi, nous, on rajoutait tout le temps dans les instructions de course que dès qu'on publiait une décision, un OCS, un BFD le dernier jour, eh ben, il avait 30 minutes pour le faire. Vous voyez, il n'y a plus besoin de le mettre dans les instructions de course. Ça a été rajouté dans la 62.2, par exemple. Que on a 30 minutes le dernier jour de course prévu. Ok. Après, d'autres petits détails. On nous explique un peu mieux maintenant, je trouve, pour les jurys. Alors ça, c'est plutôt fait pour des jurys. On explique un peu comment on doit recevoir les dépositions et établir les faits. Alors avant, il y a toujours l'annexe M qui expliquait, et il y avait aussi le manuel des juges, qui expliquait un petit peu. Alors là, on va parler de recevoir les dépositions, y compris les dépositions par oui-dire. Alors, vous allez forcément avoir un petit débat
sur le oui-dire, mais c'est les parties. Le oui-dire, hein, dans le petit livret d'explication, je pense qu'on vous en donne quelques exemples. Hein. Il y en a un qui me vient en tête, c'est le comité de course vient avec un document écrit qui est pointage, mais son pointeur n'a pas pu venir, par exemple. Donc le comité de course, mon pointeur m'a dit que il avait vu ça, etc. Bon, voilà. Après, on pourra les recevoir, ce genre de choses. On le faisait déjà avant, pratiquement. Cependant, le jury peut exclure des dispositions s'il estime sans objet ou trop répétitif. Oui, on pourra dire au bout d'un moment, bon, c'est bon, vous avez déjà dit 10 fois la même chose. Et vous voyez, il y a un petit dé qui a été, il a été rajouté dans le petit dé. Alors, c'est le jury doit ensuite accorder le crédit qu'il estime approprié aux dépositions reçues. J'ai dit ça, maintenant débrouillez-vous. Ça veut dire quoi? Accorder le crédit qu'il estime approprié. En gros, on le faisait déjà, c'est oui, ça me paraît logique ou ça me paraît bizarre. Bon, bref. Donc, maintenant, c'est écrit. Mais vous voyez qu'on le faisait déjà un petit peu. Voilà pour cette partie-là, recevoir les dépositions. Au niveau de la décision, il y a aussi, vous voyez, c'est tout nouveau, une 64 qui a été réécrite, où on parle de niveau de preuve, de décision à la majorité ou de demande de reclassement. Donc oui, ça a été réécrit que le jury doit baser sa décision sur un équilibre de probabilité, sauf en cas de disposition entre autres dans la règle supposée enfreinte. En gros, on réécrit ce qui était un peu mis dans le manuel des juges et dans l'annexe M, où on doit dire, bah voilà, en gros, on considère qu'est-ce qu'on pense être le plus logique. Bon. Les décisions du jury doivent être prises par vote. Bon, on le faisait déjà, hein, mais de tous les membres à la majorité. Donc là, on explique que s'il y a une désentente dans le jury, eh ben, c'est une majorité simple. Et en cas d'égalité, c'est le président qui a une voix prépondérante. C'était un peu écrit dans le manuel des juges ou dans l'annexe M, mais là, c'est vraiment écrit explicitement. Et le jury doit traiter chaque cas comme une réclamation, demande de réparation ou autre type de demande en se basant sur les informations contenues dans la demande écrite ou l'allégation ou sur le témoignage. Bref, si quelqu'un ne coche pas la case demande de réparation, mais écrit dans sa demande qu'il a cassé son bateau et qu'il est rentré au port et qu'il n'a pas pu finir sa course et que donc il a perdu du temps, et ben même s'il n'a pas coché la case demande de réparation, on doit la traiter comme telle. Donc voilà, on le faisait déjà, mais là on n'a plus de problème de dire ah, bah, vous n'avez pas coché le bon formulaire, donc on ne peut pas le faire. Voilà au niveau de la décision. Quelques points, et moi je trouve cette chose-là est très intéressante, et moi je suis vraiment très content qu'elle y soit explicite, c'est informer les parties et les autres. Les autres, ça veut dire les autres concurrents. Hein. Alors, on faisait toujours, on donnait aux parties le résultat, on lisait et on donnait le résultat pendant l'instruction, et on affichait souvent un résumé. On mettait souvent tribord, bâbord, machin, DSQ pour la course. Maintenant, vous voyez, c'est explicitement écrit qu'on peut, sauf s'il existe une bonne raison de ne pas le faire, le jury, après toute instruction, y compris une instruction sur la règle 69, donc de mauvaise conduite, peut publier les informations prévues dans la règle 65. Alors, je ne l'ai pas remis, la 65.1, mais c'est les faits établis, conclusion, décision. Le jury peut ordonner que l'information reste confidentielle entre les parties. Voilà. C'est-à-dire que c'est le jury qui peut ordonner. Je ne suis pas sûr que les parties puissent demander que ça reste confidentiel, vu comment c'est écrit. Ça veut dire qu'on pourrait maintenant diffuser tout le formulaire, tout ce qu'on a écrit. Alors, si on diffuse ça de manière électronique, c'est facile. Si on écrit à la main sur un formulaire et qu'on affiche, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire des résumés un petit peu... mais on peut tout écrire. Donc voilà, au niveau informer les parties et les autres. Moi, je trouve c'est intéressant parce que souvent, quand on avait une décision, souvent le dernier jour de réparation, on voyait réparation accordée, machin, mais on ne savait pas pourquoi. Et un bateau pouvait dire après, mais pourquoi il a eu une réparation? Et en plus, c'était du genre, ah bah oui, mais cet accident, il n'a pas eu lieu, ou alors non, j'étais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc maintenant que ça soit publié, y compris les informations, eh ben, ça permet peut-être de rendre plus facile les choses, les choses qu'on pourrait comme ça juger difficiles, c'est-à-dire une demande de réparation derrière. Voilà, et juste, j'ai rajouté sur cette présentation des petits erratums qu'on m'a fait remarquer, Georges Priol par exemple, m'a fait remarquer que dans la sportivité et règles, dans votre petit... Alors, c'est pas les RCV, c'est un erratum sur le livre d'explication. Juste dans les RCV, dans le livre d'explication, on vous parle de la règle 14B et 21 d'exonération. Ben non, maintenant, c'est la 43. Voilà, c'est une petite erreur. Bon, ça, c'est une erreur c'est même pas une erreur de notre part, c'est une erreur aussi. Les Américains et les Anglais ont fait la même erreur. Voilà, c'est juste, ils ont oublié de changer. Et juste sur la 64.5, il y a la 64.5B petit 2. Là, il y a un petit truc qui a sauté en typographique.
Ce que j'ai souligné, que j'ai encadré, qui est supprimé et en jaune, n'est pas à supprimer. Vous voyez, je vous ai réécrit, mais ça, dans la règle, dans le livre des RCV, elle est correcte. Hein. C'est juste dans le livre d'explication où il y a une petite erreur. C'est bien l'accompagnateur a commis une nouvelle infraction après que le jury, suite à une instruction antérieure, a averti le bateau par écrit qu'une pénalité pouvait être imposée. Si vous lisez en enlevant ce qui est supprimé, vous verrez que la phrase ne veut rien dire. Donc ça, c'est juste une petite erreur sur le livre d'explication, pas sur les RCV. Hein. Le livre sur les RCV est parfait. Mais parfait. Et il n'y a pas d'erreur. Donc voilà ce que on voulait vous faire sur cette partie-là. On va passer la parole peut-être à Tom d'abord, et après on finira par Georges Priol, le président de la CCA. Si Tom a repéré des questions intéressantes sur le chat. Je Vas-y, suis toi, là, Romain. Donc, on va demander une petite intervention à Christophe Comment, s'il est là, parce qu'il y a eu plusieurs questions, même si ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais la question de la définition de coq a été posée à plusieurs reprises. Donc, si Christophe pouvait mettre son micro et nous parler. Avec plaisir. Je mets l'écran aussi. Tu peux avoir l'écran aussi si tu as quelque chose à mettre à l'écran. Je pense que ce serait pas mal. Un bon schéma vaut des fois mieux qu'un grand discours. Alors, mon écran. Tu es officiel. Voilà, c'est bon, on voit tes mails, je te préviens. Ah, d'accord. Donc, en fait, je vais faire ça, ça. Et là, on voit tes diapos. Alors, je vais juste réchanger l'écran. Donc, spécifiquement, je ne sais pas si tu te rappelles, on a une question sur le balcon et sur le bout dehors fixe. Donc, Alors, ce qui a changé, c'est que pour juger les départs, les arrivées, la définition de finir, la définition de prendre le départ, la règle du rappel individuel, les règles 30.1, 30.2, 30.3 et 30.4 ont été adaptées. On parlait avant d'une partie quelconque de la coque de l'équipage ou de l'équipement et on rajoutait en position normale de navigation pour finir. Maintenant, c'est comme la définition de finir qui était déjà en vigueur pour le match racing, c'est la coque. Et donc, on s'est posé la question de savoir ce qu'était la coque d'un bateau. La coque, elle peut être définie à deux endroits différents. Donc, par défaut, c'est dans les REV, les règles d'équipement pour voilier, qui définit la coque. Et il peut y avoir aussi des règles de classe qui aménagent la définition de la coque. Donc, la réponse, elle est soit dans les REV par défaut, soit dans les règles de classe si c'est modifié. Si on se pose la question de ce qu'est la coque, les REV disent clairement que la coque donc les REV, elles définissent un bateau et ensuite les REV, elles définissent la coque. D'accord? Donc c'est la règle D1, la carène de coque qui inclut le tableau arrière, le pont, toute superstructure, etc. L'accastillage, mais elle définit aussi ce qu'est un appendice de coque. Donc un appendice de coque, il peut être du côté parcours au moment du signal de départ ou il ne doit pas être pris en compte au moment de juger une arrivée. Donc tout cet appendice de coque, vous trouvez tout ce qui est quille, tout ce qui est dérive, tout ce qui est gouvernail quand ils sont remis derrière et ce qui est foil pour les supports à foil. Ensuite, on a le gréement, et le gréement dit spécifiquement que le bout dehors fait partie du gréement, même si il est
il est inclus dans la coque. Donc, il y a un Q&A que vous trouvez. Donc, cette présentation est en ligne ou va l'être. Il y a un Q&A qui a été publié par World Sailing au début de l'année qui dit clairement que les bouts dehors ne font pas partie de la coque, que les ailes d'un skiff comme un 29er ou un 49er font partie de la coque. Donc, si on regarde en haut à gauche, on a le foil d'un IMOCA, c'est un appendice de coque. L'outrigger fait partie du gréement. Et la coque, c'est vraiment la superstructure. Pour finir, le bateau sous spivert, on a d'abord la voile dans la section G, puis une partie du gréement qui est le bout dehors dans la section F, et enfin la coque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la coque. Merci beaucoup, Christophe. Romain, si tu veux, tu peux répondre assez davantage pour les jurys la question de donc la différence entre les départs arrivés et les engagements par rapport à la question de l'engagement qui comprend l'équipement. Est-ce que tu souhaites répondre, Romain? Tout à fait. Je vois la question. Le bout dehors compte pas pour le départ et arrivée, mais qu'en est-il pour l'engagement? Il faut reprendre la définition de engagé. Hein. Souvenez-vous, c'est route libre derrière et route libre devant, engagement. Un bateau est en route libre derrière un autre quand sa coque et son équipement en position normale sont derrière une ligne perpendiculaire passant par le point le plus arrière de la coque et de l'équipement de l'autre bateau. Donc, vous voyez que là, c'est coque et équipement, donc le bout dehors, le tangon, etc. Donc, ça n'a pas été changé. Après, au niveau d'autres questions, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres, donc... Alors, je vois une question, c'est pareil en optimiste, mais je ne sais pas de quoi la question, mais de toute façon, c'est pareil. Les règles de course à la voile, l'avantage, peut-être l'inconvénient, c'est que ça s'applique de l'optimiste jusqu'au IMOCA ou aux ultimes, sauf, bien sûr, si les règles de classe modifient des choses. Alors, je ne sais pas ce qui était pareil en optimiste, mais oui, l'optimiste, c'est pareil. Ouais. Plus tard, il y a eu une réponse d'Yves. Ah, d'accord, ok. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ça veut dire que vous avez bien potassé en une semaine. Alors j'ai une question. Alors, je ne vais pas forcément pouvoir répondre parce que après ça dépend de votre qualification, de statut, on va dire. Comment recevons-nous les nouvelles règles? Alors, si vous êtes arbitre de qualification nationale, vous avez dû et de régional, vous avez dû les recevoir. Alors, je vais peut-être laisser la parole peut-être avant de dire une bêtise à quelqu'un de la CCA, mais je pense que vous avez dû la recevoir. Bon, moi, je les ai reçus ce matin hein, parce qu'il y avait il y a eu quelques outils, des problèmes de postaux, mais après, sinon, ils sont disponibles à l'achat pour l'instant sur votre espace licencié si vous êtes juste un simple licencié. Mais voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut reprendre la main si j'ai dit une bêtise ou pas. Non? Moi, j'ai pas plus que toi comme information, donc ça dépend des CRA aussi. Il y a des CRA qui prennent des initiatives. Donc. Non, si je peux éclaircir la situation, les règles de course ont été envoyées en dotation pour tous les arbitres régionaux et nationaux et internationaux. Voilà, donc si une personne, donc Laurence Blin en l'occurrence, est dans et a une qualification d'arbitre régional et qu'elle n'a pas reçu les règles, on va regarder, c'est pas normal. Voilà. Et sinon, effectivement, elles sont à la vente dans l'espace licencié. Voilà, parfait. Top. Sinon, il y a encore une question sur la coque, mais d'Éric Dommage sur le balcon avant. Regardez bien dans les REV, justement, sur l'accastillage qui ne fait pas partie de la coque. Donc, où Jean-Luc Gauthier peut-être voit la question, il peut répondre, mais c'est bien expliqué sur la notion de coque et Christophe vient de le dire aussi. Le balcon, Romain, le balcon est considéré comme un accastillage qui n'est pas dans la coque. Voilà, tout à fait. Voilà, hein, puisqu'on s'arrête au l'hiver. C'est la jonction de coque et du pont, donc on fait tout le tour du bateau. Donc
Le balcon n'est pas un élément de la coque dans la définition des REV. Voilà, je pense que la réponse a été assez claire, j'espère, Bon. pour Voilà, Eric. donc voilà pour Eric. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole à Georges Priol, le président de la Commission centrale d'arbitrage, qui voulait conclure ce webinaire, qui est en fait le dernier, alors qu'il aurait dû être le premier vraiment, mais qui se passe d'une manière tout à fait normale. Oui, merci Romain. Donc, fin de ces séances de présentation des modifications de nos règles. Merci à tous, merci aux intervenants, merci aux auditeurs qui ont suivi cette information. De l'information, il y en aura encore. Hein. N'hésitez pas à revenir vers nous, n'hésitez pas à regarder à nouveau ces présentations. Et vivement qu'on se retrouve sur des vraies épreuves pour en parler un peu en direct et mettre ça confronté un peu à la réalité. Voilà. Donc, bonsoir à tous et à bientôt sur les plans d'eau.